Bonsoir tout le monde. Bon, je vais vous parler de Basel, mais avant, je vais juste vous refaire un petit peu vite fait le parcours. Et c'est à moitié un retour d'expérience, à moitié une introduction à une nouvelle techno qui s'appelle donc Basel et qui s'intègre très bien avec TypeScript. Mais pour revenir un peu en arrière, donc moi, je fais du Node.js depuis maintenant presque 9 ans. Mais quand on a créé WeMaintain avec mes associés, j'étais la seule personne technique. Au départ, je suis donc parti sur ce que je connaissais, sur Node, et je ne connaissais pas TypeScript. On arrive à quelques mois d'existence et on fait notre premier recrutement tech, qui est notre lead back, qui du coup m'initie à TypeScript. Et je me dis, bon, TypeScript, c'est génial, c'est trop bien, ça me permet d'écrire plus vite, du code qui est plus facile à comprendre, ça permettait de bosser beaucoup mieux en équipe. Et un peu la phase lune de miel de TypeScript. En plus, on était sur une toute petite codebase, donc c'est simple. C'est un seul repo, c'est une app monolithique, mais qui est pour l'instant encore petite, avec quelques routes. On faisait une API REST, mais on utilisait une solution qui s'appelle TSOA pour utiliser OpenAPI et que ce soit quand même typé. Donc on avait quand même les petits côtés sympathiques de TypeScript qui nous aidaient à typer notre API. Et voilà, c'était simple à maintenir et à développer. Et puis ça, c'était il y a 2 ans et demi, et la codebase grandit. On se dit, bon, c'est peut-être le moment de passer sur une architecture orientée service, de commencer à morceler un petit peu tout ça. Et on passe sur donc une architecture en mini repo. Donc on a plusieurs repositories, chacun un peu plus, chacun sur la même base. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, l'idée c'est qu'on a les différents services, mais qui tous partagent ce qu'on appelle un châssis en commun, c'est-à-dire qu'ils ont un peu des utilitaires qui sont communs à tous les services, qui vont être tout ce qui est logging, autorisation, authentification, etc. Et on commence à se rendre compte un petit peu des défauts qu'on a avec ce type d'architecture, dans le sens où, en termes de build et de temps de déploiement, pour passer d'un bout de code sur l'ordi d'un dev à quelque chose qui est en prod, on arrive sur des délais qui sont de plus en plus longs. Et surtout, lorsqu'on modifie justement cette base commune à tous les services, le châssis, on se rend compte qu'il faut rebuild tous les autres services aussi, qui sont chacun leurs autres repos. Donc il faut trigger des pipelines dans tous les sens sur notre système d'intégration continue. Ça met un temps fou, ça peut break dans un service et pas dans les autres. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois arrêter partout, tout rollback, etc. Ça devient une horreur à gérer. On construit par-dessus, mais en créant une dette technique incroyable. Et on commence à se dire, bon, il est peut-être temps de passer au monorepo pour simplifier un petit peu les choses. En plus, oui, donc notre process, notre flow de build, il est assez extensif. Vraiment, on build, ensuite on run en parallèle la coverage, le linting, les tests. On génère des clients pour les API publiques, pour le mobile, pour les différents front web qui sont sur différentes technos. Il faut générer des images Docker pour ensuite pusher ça dans notre cluster Kubernetes pour que nos services y soient live et déployer donc ces fameuses API publiques qu'on génère. Donc tout ça éclaté dans plein de services, c'était un peu l'horreur à gérer. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait consolider tout ça. On consolide en utilisant l'ERNA et les Workspace Yarn pendant un temps, et on est resté là-dessus pendant peut-être 9 mois. Et la codebase augmente, on a maintenant une quinzaine de services, une quinzaine aussi de libs utilisés par tous ou une partie des services, et on retombe dans plein de problèmes encore temps de build, parce que l'ERNA se pratique pour des commandes sur plein de services, etc. Mais pour le build, ça apporte pas des masses de choses. Également, la gestion des nodes modules et des dépendances n'est pas folle comparé à ce que d'autres solutions comme Basel peuvent faire, mais on ne le savait pas à l'époque. Et donc on commence à chercher d'autres solutions parce qu'on se rend compte que nos pipelines, elles prennent 45 minutes. Alors, un développeur bosse sur une feature, un bug, quoi que ce soit, il ouvre sa merge request, la pipeline met 45 minutes. S'il y a un problème, il faut la retraiter, enfin il faut traiter les retours, etc. Ça met de nouveau 45 minutes. C'est mergé en develop, 45 minutes pour envoyer en staging. C'est mergé en master, 45 minutes pour envoyer en prod, et tu te retrouves à des fois attendre 1 heure et demie pour faire un hotfix et à mettre 3 heures pour déployer un changement vraiment bête dans l'API. Donc on se dit, c'est plus possible du tout, ça crée de la frustration chez les développeurs, et même nous, on n'est pas hyper confiant dans nos déploys. Du coup, on découvre Basel en novembre, je dirais, et Basel, donc anciennement Blaze, c'est une solution de build et de test qui a été développée par Google il y a maintenant 5 ans, qui est complètement agnostique et qui marche sur tout un tas de technos, et ils ont en fait des règles propres à chaque langage. Et donc il y a des règles pour Node.js, ça s'appelle Rules Node.js, qui vient de passer en version
qui est passé en 1.0.0 en janvier, qui est maintenant en 1.3.0, mais qui vient donc de passer stable. Et il y a également des rules pour TypeScript, mais les langages, on va dire, de base avec lesquels ils ont commencé, ils sont partis sur eux, ceux dont ils se servaient le plus, le Java, puis ensuite le Go. Et JavaScript, en fait, le Rules.Node.js, ça a été créé par Alex Eagle, qui est un des développeurs de la team Angular, qui a créé notamment le CLI Angular. Et s'il y a des utilisateurs d'Angular ici, en fait, vous ne le savez pas, mais quand vous utilisez le CLI d'Angular, vous utilisez sous le capot Bazel. Et donc Bazel, Google s'en est servi et s'en sert toujours pour construire des monorepos assez immenses, avec des fois des milliers de projets dedans, sur des tas de technos différentes. Et la proposition de valeur de Bazel, c'est tu files un nouvel ordi tout neuf avec rien installé à un dev, il installe juste Bazel, et il fait Bazel Run dans son repo, et ça marche. Ou il fait Bazel Build, et ça marche. Et même si c'est un monorepo avec des milliers de projets, et ben en quelques minutes, il est setup, il peut dev, et il peut lancer les trucs. Et donc ça, c'est la proposition de valeur. Pour arriver jusque-là, il y a quand même un peu de boulot. Et ça reste assez jeune, la partie, le tooling autour de JS et de TypeScript. Et il y a encore plein de choses à améliorer, mais c'est quand même production ready depuis quelques mois. Et je vais vous parler un petit peu de ça et de comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Avant de parler de Bazel spécifiquement, c'est important de définir ce que c'est un bon process de build. Et un bon process de build, ça répond à quelques points. Déjà, c'est correct. Tu n'as jamais besoin de RMRF tes artefacts ou te demander si tes artefacts de build sont à jour. Il est censé te produire tout le temps les mêmes choses si tes entrées ne changent pas. C'est rapide. C'est censé être rapide, c'est censé pouvoir se paralléliser autant que possible, à la fois sur plusieurs CPU sur une machine, mais ou sinon sur plusieurs machines, même en simultané. C'est censé être incrémental aussi, tu es censé n'avoir à rebuild que ce qui a changé. C'est censé être déterministe, ça rejoint un petit peu le correct, mais les artefacts de sortie ne devraient pas changer si tes artefacts d'entrée, les entrées de ton build n'ont pas changé. Et un bon build system, c'est censé être composable aussi, tu es censé pouvoir composer différentes règles de build ensemble pour créer un peu des règles un peu plus méta pour faciliter la maintenance et le développement des règles de build. Bazel, du coup, répond un peu à tout ça. C'est incrémental, le temps de build est proportionnel à la quantité de changement, c'est-à-dire que nous, par exemple, si on prend notre monorepo et que j'essaie de le build sur ma machine sans cache, sans internet, ça va être long. Sans rien. Et si par contre j'ai un build qui est frais et que je vais modifier quelques lignes de code dans un des projets, l'arbre de dépendance de Bazel va être capable de savoir tu as changé telle librairie qui est utilisée par tel service, donc je dois rebuild les deux. C'est censé être donc déterministe, comme je le disais aussi juste avant, hermétique aussi. Le build ne devrait pas avoir à dépendre de services externes et devrait pouvoir être encapsulé tant que possible pour justement donner cette tranquillité d'esprit que quoi que tu fasses ou que tu builds sur quelques styles de machine, tu auras le même résultat avec les mêmes entrées. Également universel, c'était pas trop une problématique pour nous, ou du moins jusqu'à présent, mais Bazel, c'est bon de le souligner, il y a quand même donc, voilà, des rule sets pour tout un tas de techno, pour Go, pour Android, pour iOS, vous pouvez faire et construire un peu tout et n'importe quoi, pour Rust aussi d'ailleurs, et pour Deno, je sais pas par contre, mais pour Rust, il y a. Et également, industrialisable, donc il y a une question aussi d'échelle. Ça a été développé par Google pour leur monorepo avec des milliers de paquets dedans. Donc nous, évidemment, on se dit qu'avec nos 15 services et nos 15 libs, on a quand même encore un petit peu de marge, mais on voulait justement avoir cette tranquillité d'esprit qu'on n'a pas eu justement avec Lerna et Yarn qui a break passé un certain stade. Petite démo, je vous fais un tour un petit peu d'à quoi ressemble Bazel dans l'utilisation. J'ai une architecture ultra simple où j'ai un dossier apps dans lequel j'ai une app qui s'appelle serveur et j'ai un dossier lib dans lequel j'ai deux libs, une qui fait des additions, une qui fait des soustractions. J'ai vraiment pris un cas d'utilisation ultra simple. Et dedans, j'ai deux fichiers Bazel. J'ai un fichier workspace Bazel et un fichier build.bazel. Le workspace.bazel, il est vraiment donc à la racine du projet et il y en a un seul par projet. Des fichiers build, par contre, on va en retrouver pour tout ce qui est buildable dans le projet. Comme je disais, donc la structure, un workspace peut avoir plusieurs paquets, un paquet peut avoir plusieurs targets,
Et les targets, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des fichiers, ça peut être des règles qui vont te créer des choses en sortie. Et par exemple, une target, ça peut être justement de transpiler du TypeScript vers du JS. Une target, ça peut être aussi de run tes tests Jest, Karma, Jasmine, Protractor, ce que tu veux. Un fichier workspace, donc ça, quand je disais qu'il y a besoin d'installer que Bazel sur la machine et rien d'autre, c'est parce que les règles de build de Bazel vont amener tout le tooling dont il y a besoin et ça va s'assurer justement que l'environnement, que ce soit en dev ou quand c'est déployé sur un serveur, soit le même et donc soit sur la même version de Node. Et donc dans ce contexte particulier ici, par exemple, donc on va déclarer notre workspace et on va aller chercher des règles Node.js et donc on a ici une version, la dernière version en date de rules Node.js qui est 1.3.0 et le déclarer comme ça. Et dans l'autre bout du workspace, on va lancer un yarn install. Il se trouve qu'en fait, c'est Bazel qui va déclarer, qui va gérer toutes les dépendances. Tout ce qui va dans le package.json, il va s'occuper de le télécharger. Et après, il va falloir explicitement déclarer dans chaque paquet les dépendances dont on a besoin, que ce soit des dépendances qui sont dans le repo ou que ce soit des dépendances NPM. L'avantage de ça, du coup, c'est qu'il va gérer tout le versionnement. Il va justement comparer si les fichiers ont changé et si par exemple vous voulez upgrader un paquet dans votre package.json, vous faites un Bazel build. Grâce à son arbre de dépendance, il va savoir toutes vos libs, tous vos paquets, lesquels sont impactés par ce changement et lesquels du coup doivent être retestés, lesquels doivent être buildés, retype-checkés, etc. Donc ce yarn install ici va s'occuper de gérer ça, de gérer le yarn lock pour vous. C'est faisable aussi avec npm install et avec un package lock. Le choix npm ou yarn, c'est vous qui le faites. Et donc en dessous, on a aussi une petite fonction pour qu'il installe ses dépendances et qu'il se setup le workspace pour TypeScript parce qu'il a besoin de fonctions utilitaires spécifiques à TypeScript. Ça, c'est du scaffolding, il n'y a pas besoin de l'écrire à la main, c'est vraiment un fichier à placer et après vous pouvez ajouter d'autres choses dedans. Nous, par exemple, du coup, on a du Docker, donc il y a aussi du code d'initialisation de Docker, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être ajoutées, qui va être partagé et propre à tout le projet. Les paquets de Bazel, donc un paquet, c'est une unité de code dans le workspace. C'est pas un paquet dans le sens NPM, c'est pas forcément une grosse unité. L'idée même, c'est mieux d'aller vers des unités de code les plus fines possibles pour justement pour avoir le maximum de performance et le maximum de vision sur qu'est-ce qui dépend de quoi dans votre code base. Ça contient un ou plusieurs fichiers donc à build ensemble et qui partagent des dépendances communes. Et ça contient, donc, comme je le disais, un fichier build.bazel, c'est la même chose, qui expose des règles Bazel pour construire justement ce paquet et pour le tester. Ça peut être les tests du linting ou vos test runners habituels, Jest ou ce que vous voulez, Mocha, etc. Une target ou une cible, je vais plutôt utiliser le mot target, qui est le mot officiel de la documentation. Donc, dans un build file, on peut avoir 0 ou plusieurs targets, comme par exemple transpiler du JS vers du TS. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une target également peut dépendre d'une autre target, et c'est ça justement qui est la force de Bazel, c'est que ça va permettre de créer donc ce fameux arbre de dépendance que je vais vous montrer juste après. Les dépendances circulaires sont complètement interdites parce que c'est techniquement impossible pour Bazel de gérer des dépendances circulaires. Et donc dépendance circulaire, hein, ça veut dire paquet A dépend de paquet B dépend de C dépend de A, et c'est impossible à construire et à résoudre. Donc dans notre petite archi de démo, dans mon paquet serveur, j'ai un build file, et dans mes libs add et subtract, j'ai aussi un build file. J'ai fait un truc simple avec juste un fichier TypeScript dans chaque, c'est vraiment basique. Et ben, je vais vous montrer donc un des fichiers de build, un qui est très simple, celui de la librairie add, et pour vous montrer la librairie add à quoi elle ressemble. Voilà une magnifique librairie qui expose une méthode statique qui retourne la somme de deux nombres, donc vraiment très très simple. Pour construire cette librairie, on n'a pas besoin de grand chose, et donc si on dissèque un peu ce fichier, première chose, j'ai une déclaration de visibilité pour dire ce paquet, rend-le visible aux autres paquets du repo. On pourrait le définir aussi par défaut à un niveau plus haut, mais la best practice, c'est de le définir, encore une fois, par paquet. Deuxièmement, va chercher dans justement le paquet Bazel TypeScript la fonction TSLibrary et qui permet en fait d'appeler le compilateur TypeScript, d'appeler TSC. Eux, ils font un peu de dark magic autour, mais en très short, ça va s'occuper de résoudre les dépendances et de transpiler.
Dernière chose, donc TS Library, et là je vais vraiment, ça va s'occuper de faire le transpiling de mon code, et je vais lui donner un nom à la règle, qui ici va s'appeler add, et je vais lui donner un nom de module, et que ici j'ai décidé de scoper et de mettre un @demo add, et les sources enfin, ici il n'y a que index.ts. Après derrière on n'est pas obligé de lister tous les fichiers à la main un par un évidemment, il y a du globing, il y a plein de moyens de faire ça un petit peu mieux. Là c'est juste, vu qu'on n'a qu'un fichier, explicitement je mentionne ce fichier. Ce langage ici, en fait, c'est un subset de Python. C'est un langage qu'ils ont créé qui s'appelle le Starlark, qui est hyper simple à prendre en main. Et vraiment, c'est très simple. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de boucle. C'est plus un langage vraiment juste déclaratif pour les builds. Et enfin, donc maintenant, on peut regarder le côté serveur. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce fameux serveur qui est aussi plutôt simple. Hop, index. Ce serveur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va importer add et subtract, qui sont les deux libs que j'ai créés précédemment, et il va exposer deux routes. Une route add qui prend deux paramètres de query A et B et qui va retourner le résultat des deux, et pareil pour subtract. Bon, vraiment simple. L'idée, c'est pas de s'attarder là-dessus, sur comment on fait une addition ou une soustraction. L'idée, c'est plus de voir comment on orchestre tout ça. Donc déjà, on voit que ici, donc je les importe pas en chemin relatif, mais que je les importe directement avec les scopes que j'ai donnés, donc qui sont add-demo add et add-demo subtract. Et maintenant, dans le build file de serveur, ici, j'ai de manière explicite, c'est pas celui de serveur, je vais repasser ici plutôt. Dans le build file de serveur, j'importe deux choses. J'importe donc TS Library, qui est la même que pour la lib, qui permet de transpiler du code, et Node.js Binary, qui permet de démarrer un process Node. Le premier call ici, TS Library, bon, cette fois je fais un globing, je lui dis prends tous les fichiers TS, même s'il n'y en a encore toujours qu'un seul. Et dans les dépendances, là, je lui donne quatre choses. Je lui donne donc les trois premières lignes, elles sont préfixées par @npm, et c'est donc des paquets npm gérés par Bazel, qui sont définis dans mon package.json, qui est à la racine. Le premier, typesNode, ça va me permettre justement lorsque TSC va tourner, qu'il ait accès au typage de node, parce que j'ai un console log dedans, et du coup je dois importer typesNode. J'aurais pu le mettre dans le tsconfig, mais en tout cas, il faut que je le déclare aussi ici, en tant que dépendance, si je veux que le paquet soit exposé à TSC au moment où il tourne. Pareil, explicitement, je dois lui donner Koa et Koa router que j'utilise. Et surtout, la dernière partie la plus intéressante, je lui déclare une dépendance vers ma librairie qui fait un ajout. Il manque aussi subtract que j'ai rajouté en fait après dans le code. Mais donc ça, quand il va le voir et quand il va exécuter, et si je vais dans ce dossier et que je lui dis build ce qu'il y a dans ce dossier, il va être capable de résoudre les dépendances et de voir qu'avant de build celui-ci, il doit aller build add. Et encore mieux que ça, si votre Bazel est configuré proprement, il va être capable de travailler avec les dépendances transitives. Et alors je vais expliquer un peu ce que c'est. Si ma librairie, je change le code, mais je ne change pas son implémentation, c'est-à-dire que ces méthodes publiques qui sont ajoutent deux chiffres ensemble, enfin deux nombres ensemble et retournent un nombre, si ça je ne le change pas, mais que je change la logique à l'intérieur, je n'ai pas besoin de rebuild ce projet. Si par contre je change l'implémentation, et que je change l'interface publique, j'ai besoin de refaire toute la partie type checking ici. Parce que mes fichiers, les fichiers de déclaration, en fait, ce qui se passe, c'est que Bazel va regarder les DTS, les fichiers de déclaration de TypeScript, et va voir qu'il y a eu du changement dessus, et va savoir qu'il faut propager un rebuild vers upstream, vers les autres paquets qui dépendent sur ma librairie. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui va faire gagner énormément de perf et de temps de build, là où on va pouvoir donc se permettre de ne rebuild que quand c'est nécessaire, de ne retester que quand c'est nécessaire. Enfin, en dessous, je déclare donc mon binaire et je lui dis, je lui déclare une règle qui s'appelle serveur, qui va démarrer vraiment le serveur, et je lui dis qu'il a besoin en data, il a besoin en fait de serveur lib, qui est préfixé par un 2 points. Et le 2 points, c'est pour donc, comme je disais, mentionner une règle. Et ma règle serveur lib, c'est celle qui est définie juste au-dessus, qui va donc transpiler le TS vers le JS. Et pareil, en point d'entrée, je lui donne 2 points index.ts, parce que de nouveau ici, c'est une règle qui lui dit,
que j'ai besoin de ce fichier en point d'entrée, mais ce n'est pas index.ts en tant que fichier, mais bien en tant que règle, et il va savoir faire le mapping et savoir qu'il faut aller vers l'output de index.ts une fois qu'il a été transpilé, donc index.js. Et juste avec ça, ça va être suffisant. Si je vous montre ici, je vais mettre dans Bash pour que vous voyez mieux. Si je vais dans Apps Server et que je fais Bazel Run Server, il va être capable directement avec ça en fait de savoir ce qu'il faut build, télécharger. Voilà. Donc là j'ai mon serveur qui tourne. Si je modifiais la lib, quand je run cette commande, il serait capable de savoir justement qu'il faut rebuild ou non la lib et qu'il faut rebuild ou non le serveur. À partir de ça, donc je parlais de graphe de dépendance. On peut générer donc un graphe, et ça c'est généré automatiquement par Bazel. Bazel, il expose une interface pour lui envoyer des queries et lui dire par exemple quel paquet génère quel fichier, ou quels sont les paquets sur lesquels dépendent ce paquet spécifique. Et tu peux générer donc et query le graphe de dépendance et faire bien plus avec ça. Ça mériterait son propre talk et ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais ici donc je peux voir l'arbre de dépendance qui est généré ici par mon petit setup en local, et on voit que ma target qui run mon serveur dépend du code transpilé pour mon serveur, qui lui-même dépend de mes libs add et subtract, qui elles-mêmes dépendent du tsconfig.json qui est à la racine et qui ont chacun un fichier source. Et je vois que ma lib serveur a aussi des dépendances vers Koha et Koha router. Je parlais tout à l'heure de build hermétique. Tout ça, ça m'assure que quand je fais run server, mon process node n'aura accès que à ça et à rien d'autre. C'est-à-dire que si dans mon package.json, j'ai 30 000 autres dépendances et que j'ai des dépendances qui ont des peer dependencies qui amènent des autres paquets, etc., je suis certain en tout cas que quand je run ça, j'ai que ce que j'ai explicitement déclaré comme dépendance et que ça ne tournera vraiment qu'avec ça. Et ça permet d'éviter beaucoup de problèmes, surtout quand vous travaillez dans un monorepo qui a beaucoup de dépendances, où vous bumpez un paquet, vous avez l'impression que ça n'affecte qu'un de vos services, et en fait, vous ne le saviez pas, mais il y a un de vos autres services qui s'en sert, et vous n'aviez pas des règles de linting qui vérifient que vous déclarez explicitement dans votre package.json que ce service utilisait aussi ce paquet. Ça permet d'éviter beaucoup de mauvaises surprises. Pour aller plus loin, il y a deux, trois choses. Si vous voulez creuser du côté de Bazel, je tiens quand même à vous mettre en garde. C'est un petit peu long de se plonger dedans. Ça manque encore un petit peu d'exemples en TypeScript. Mais par contre, il y a une communauté Slack qui est hyper active. Il y a un channel JavaScript dessus qui couvre à la fois JavaScript et TypeScript. Donc, qui est un bon endroit pour poser des questions. Il y a des features extrêmement puissantes que je vais juste aborder. La première chose, c'est le cache partagé. Nous, par exemple, dans notre setup, on a configuré notre repo pour que le cache de toutes nos machines de dev soit mutualisé sur un dédié qui a 32 CPU et une grosse bande passante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si moi, je crée une feature branche, je code un peu, je build et je push, si un autre dev récupère la branche et il fait build ou test, il n'aura même pas besoin de build. C'est-à-dire que vu que le checksum des fichiers, donc le hash des fichiers sera le même que ce que moi j'avais, et vu que moi j'ai pushé directement depuis ma machine les résultats dans le cache, il va automatiquement pouvoir récupérer les fichiers transpilés, récupérer les résultats des tests aussi. C'est-à-dire que s'il fait baser le test, ça va lui dire non, bah, c'est bon, les tests passent, et il n'a rien d'autre à faire. Deuxième chose là-dessus, c'est le remote build execution, et ça c'est encore un step plus loin. L'idée, c'est de pouvoir carrément, même si ce n'est pas en cache et que je bosse sur une nouvelle feature, je fais baser le build, et ben, l'idée, c'est que sur un serveur distant dans une farm ou sur un truc qui autoscale, je ne sais pas où, sur GCP, sur Amazon, ça permet directement de donner les fichiers à un worker qui est quelque part sur une autre machine, qui va builder pour moi et qui va me renvoyer les résultats. Donc là, ce n'est pas juste du cache, c'est encore plus proactif. Autre chose, il y a un petit helper qui s'appelle iBazel pour le code, qui est hyper pratique et qui permet en fait, je ne l'ai pas dans mon historique ici, iBazel, qui va nous permettre en fait de donner une règle, par exemple run app server. Je lui donne la règle, il construit l'arbre de graphe. Là, il a démarré mon service et ça va me permettre en fait, si je reprends le code qui était ici et que je vais par exemple rajouter dans ma librairie index, hop, si je rajoute ici dans ma petite fonction qui calcule quoi que ce soit, genre un console log
par exemple, il regarde en fait tous les fichiers qui dépendent de la règle que j'ai donnée, et il a su automatiquement qu'il fallait reconstruire la lib add et qu'il fallait reconstruire derrière la lib server, et il a restarté hyper vite. Donc l'avantage aussi, c'est que ça sert donc de watcher, ça vient complémenter, enfin ça fait un peu ce que fait TSC Watch, etc. Oui, la gestion des dépendances transitives, donc j'en parlais, c'est quelque chose qui est built-in mais qui est un peu relou à configurer. Ils vont le rendre plus simple aussi. Il y a d'autres fonctionnalités sympas qui vont arriver aussi, qui sont basées sur des fonctionnalités relativement récentes de TypeScript. Par exemple, la gestion des projets composites. Ils ne gèrent pas encore le build incrémental de TypeScript, donc de TSC. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui va être ajouté un peu plus tard parce que ça transformerait en gros le Bazel en compilateur stateful, puisque ça veut dire que le compilateur de TypeScript resterait up et devrait garder en mémoire ce qu'il a déjà compilé pour gagner encore du temps. Mais Bazel a son propre système de build incrémental, donc ça compense quand même un petit peu ça, mais ils veulent avoir un système pour justement gérer le build incrémental qui est directement intégré à TypeScript. Bon, je suis rentré un peu loin dans le détail, donc en conclusion, passer sur Bazel, ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu complexe, ça vaut le coup de se faire aider, ça vaut le coup de poser des questions. C'est difficile à faire vraiment en pur solo, juste à partir de la documentation. Vous allez vous heurter à des barrières. Personnellement, ça m'a mis quelques semaines de passer notre projet dessus et je me suis fait accompagner par un des contributeurs. Le résultat, la métrique sympa, notre temps de pipeline, il est passé de 2 fois 45 minutes à entre 3 et 5 minutes pour tout faire, tout build, tout test, tout linter, tout passer sur Docker, pusher et faire le switch sur notre cluster. Donc un gain massif et en plus de ça, tu as du gain aussi de temps lorsque tu devs sur ta machine et que celui-là on ne mesure pas mais qui est quand même aussi un petit truc de confort pour l'équipe dev. Je le disais, donc faites-vous accompagner si vous portez une codebase importante. C'est plus facile à setup sur un nouveau projet que sur un projet existant. Et enfin, il y a encore aussi quelques petites choses instables. Par exemple, on utilise Jest. Jest ont décidé de ne pas utiliser la fonction justement pour résoudre le chemin d'un fichier qui est implémenté de manière native dans Node. Ils ont décidé de le faire eux-mêmes, ils l'ont fait n'importe comment. Du coup, on se retrouve à devoir hard patcher des dépendances comme Jest parce qu'ils n'ont pas fait leur path.resolve d'une manière clean et que Bazel se base beaucoup sur des symlinks pour justement aller très vite et pour exposer donc des sandbox complètement hermétiques pour chacune de ces règles. J'ai un peu fait le tour, donc minute de pub. On fait un autre meet-up la semaine prochaine, ici même, Nest.js, pour comment faire du code first, pour exposer un schéma GraphQL, pour faire du gRPC aussi entre vos services. Encore une fois, c'est fortement typé, c'est vraiment chouette, ça permet de construire vraiment de belles archis. La semaine suivante, le 18 mars, on a le meet-up GraphQL où on parle un peu d'un nouveau système sur GraphQL qui s'appelle donc la fédération, qui permet de fédérer donc des petits schémas GraphQL exposés par plein de services et d'avoir un schéma fédéré devant, avec une démo et un retour d'expérience là-dessus. Et puis voilà, j'arrive à la fin. Donc, si vous avez des questions, je les prends. Et sinon, sur We Maintain Bazel, vous avez le repo d'exemple et les slides. Ouais, merci.